Trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons. Leur mère était trop pauvre pour les garder à la maison. Elle les envoya donc de par le monde chercher fortune. Le premier petit cochon rencontra un homme avec une botte de paille. Voudriez-vous me donner un peu de paille, s'il vous plaît, monsieur? L'homme lui donna de la paille et le petit cochon commença à bâtir sa maison. Il termina son travail en un rien de temps. Peu de temps après, le loup se présentait à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Le petit cochon refusa tout net. Non, par mon nez en trompette et ma queue en tire-bouchon, jamais. Alors je vais souffler, et je vais souffler encore, et je vais envoyer ta maison caracoler dans les nuages. Et le loup souffla, et il souffla encore. Et la maison s'envola dans les airs. Et il croqua le petit cochon. Le deuxième petit cochon rencontra un homme avec une charretée de petits bois. Voudriez-vous me donner un peu de bois, monsieur, s'il vous plaît? L'homme lui donna du bois, et le petit cochon commença à bâtir sa maison. Il termina son travail en très peu de temps. Bientôt, le loup montrait son nez à la fenêtre. Il frappa à la porte. Là. Petit cochon, laisse-moi entrer. Mais le petit cochon répondit. Non, par mon nez en trompette et ma queue en tire-bouchon, jamais. Alors je vais souffler, et je vais souffler encore, et je vais envoyer ta maison valser par-dessus les moulins. Et il souffla, et il souffla, et il souffla encore, et encore. La maison virevolta comme feuille d'automne, et il croqua le deuxième petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques. Voudriez-vous me donner quelques briques, s'il vous plaît, monsieur? L'homme lui donna des briques, et le petit cochon commença à bâtir sa maison. Cela lui prit beaucoup de temps. Mais enfin, la maison fut terminée. Peu après, le loup se présentait sur le seuil. Il frappa à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Mais le petit cochon rétorqua. Non, par mon nez en trompette et ma queue en tire-bouchon, jamais. Alors je vais souffler, et je vais souffler encore, et je vais envoyer ta maison jusque sur la lune. Et il souffla, et il souffla, et il souffla encore, et encore, et encore. Puis il souffla, et souffla de plus en plus fort. Mais il ne parvint pas à soulever la maison. Alors le loup trouva une autre idée. Petit cochon, je sais où l'on peut trouver de délicieux navets. Ah oui, et où cela donc? Pas très loin d'ici, dans le champ d'un fermier. Si tu es levé, lavé et habillé, demain matin à 6 heures, je te montrerai où ils sont plantés. Oh, entendu, j'irai avec toi. Mais le lendemain matin, le petit cochon se leva à 5 heures et il partit tout seul à la recherche des navets. À 6 heures pile, le loup, bing, bing, frappait à la porte. Tu es prêt, petit cochon? Si je suis prêt... Je me suis déjà rendu au champ, j'ai cueilli tous les navets que j'ai pu et maintenant je m'en régale. Miam.
Le loup imagina un plan différent. Petit cochon, écoute-moi. Je connais un pommier qui croule sous de succulentes pommes. Oh, et quel est ce pommier extraordinaire? Le loup répondit. Il est planté tout au bout de cette route. Si tu es levé, lavé, habillé demain matin à 5 heures, je te montrerai où il se trouve. Le lendemain matin, le petit cochon se leva à 4 heures et il trouva les pommes tout seul. Mais lorsque le loup arriva, il était toujours dans l'arbre. Ah ah, tu es donc là. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Le petit cochon était très malin. Ben, je t'ai gardé les pommes les plus juteuses. Tiens, je t'en lance une. Attrape! Et il envoya la pomme rouler si loin que le loup dut courir après elle. Le petit cochon sauta du pommier, pouink, et il rentra chez lui à toute vitesse avec son sac rempli de pommes. Le lendemain matin, le loup frappait à la porte. Petit cochon, tu m'entends? Il y a une foire au village. Est-ce que cela te plairait de venir avec moi? Le petit cochon acquiesça. Oh oui, avec joie. À quelle heure partirons-nous? À 3 heures cet après-midi. Je viendrai te chercher. Je serai prêt. À tout à l'heure. Dès que le loup eut tourné les talons, le petit cochon se rendit tout seul à la foire. Il acheta une baratte pour faire le beurre et il rentra chez lui. Lorsqu'il aperçut le loup, il se cacha aussitôt dans la baratte. Et il dévala la colline à la rencontre du loup. Celui-ci connut une telle peur qu'il s'enfuit à toutes jambes, se réfugier chez lui. Le lendemain, le loup frappait à la porte du petit cochon. Hier après-midi, alors que je me rendais à la foire, une curieuse chose ronde roula vers moi dans un bruit de tonnerre. J'ai eu si peur que j'en ai encore le poil tout hérissé. Le petit cochon s'étouffait de rire. Oh, c'est moi qui t'ai effrayé ainsi. Vois-tu, je me suis rendu à la foire et j'ai acheté une baratte. Lorsque je t'ai vu arriver, j'ai sauté dans la baratte et je me suis laissé rouler le long de la pente. Le loup devint aussitôt fou de rage. Il dit au petit cochon qu'il passerait par la cheminée et qu'il le croquerait. Il prit alors une échelle et grimpa sur le toit. Pendant ce temps, le petit cochon avait allumé un grand feu dans la cheminée. Il fit chauffer sur le feu une énorme marmite d'eau. Bientôt, l'eau bouillait à gros bouillon. Le loup descendit par la cheminée. Et il tomba tout droit dans la marmite. Le petit cochon posa le couvercle et se confectionna un délicieux ragoût qu'il savoura le soir même. Et bien sûr, après cela, il connut de longues années de bonheur. Lui. La soupe aux cailloux. Il y a fort longtemps, dans un lointain pays, 3 soldats s'en revenaient de guerre. Ils étaient très fatigués, car ils venaient de parcourir une longue distance. Ils avaient aussi très faim. Nos soldats se seraient contentés d'un tout petit bol de soupe. Mais comment auraient-ils pu faire de la soupe? Ils n'avaient rien à mettre dans la marmite, à part les cailloux de la route. Et a-t-on jamais entendu parler de soupe aux cailloux? Dans le lointain, les soldats aperçurent un petit village. Ils songèrent au lit douillet et à l'exquise nourriture qu'ils pourraient trouver là-bas. Et aussitôt, ils hâtèrent le pas. Je serais bien heureux si l'on me donnait un gros pain tout chaud et un bon lit où dormir, dit le premier soldat. Moi, je me contenterais d'une petite tranche de pain et d'une grange bien abritée pour me reposer, ajouta le second. Nous aurons de la chance si nous trouvons quelques miettes de pain avant qu'on nous chasse du village, soupira le troisième. Il savait que les villageois n'aiment pas partager leurs biens avec des inconnus. Nous allons tout de même demander, dit le premier. D'accord, acquiesça le deuxième. Si nous ne demandons rien, nous n'obtiendrons rien. Entendu, répliqua le troisième. Demandons le gîte et le couvert.
Les villageois avaient vu les soldats arriver. Aussitôt, ils s'empressèrent de cacher leurs vivres. Ils dissimulèrent les pommes de terre dans la cave. Ils remisèrent les légumes sous les lits. Ils enfouirent leur orge dans les oreillers. Ils pendirent les jambons à l'intérieur des placards. Et ils firent descendre les pots de lait au fond des puits. Et ainsi, il n'y eut plus de traces de nourriture dans tout le village. Les habitants rentrèrent chez eux et attendirent. Les soldats frappèrent à la première porte qu'ils virent. Ben, ben, ben. Pourriez-vous nous donner de quoi manger et un lit où dormir? La villageoise répondit qu'elle n'avait qu'un seul lit et tout juste de quoi se nourrir, elle et sa fille. Les soldats frappèrent à la porte suivante, et à la suivante, et à la suivante. La réponse était toujours la même. Il n'y avait pas de nourriture et pas de place où dormir. L'un des soldats eut une idée. Mes bons amis, puisque vous n'avez pas de quoi manger, peut-être pourriez-vous nous prêter une grande marmite. Nous pourrions alors faire une grande soupe de cailloux. Une soupe de cailloux? S'exclamèrent les villageois. Qui a jamais entendu parler de soupe aux cailloux? C'est quelque chose que nous devons découvrir, Murmura le maire. Que quelqu'un apporte une marmite, vite! On déposa la marmite sur la place du village. Les soldats la remplirent d'eau qu'ils firent aussitôt chauffer. Le plus important, c'est de trouver de bons cailloux à soupe, déclara l'un des soldats. Les trois amis cherchèrent longuement. Et enfin, chacun d'eux rapporta de belles pierres rondes et douces au toucher. Ils mirent les pierres dans la marmite et attendirent que l'eau bout. Puis ils humèrent les tenants breuvages. Il manque quelque chose, remarqua le premier soldat. Ah oui, en effet, déclara le second. Mais quoi? Du sel et du poivre, décréta le troisième en humant de nouveau la soupe. Il se tourna vers les villageois et dit. Nous savons que vous n'avez pas de vivres, mais pourriez-vous nous trouver un peu de sel et de poivre? Ces condiments vont faire ressortir toute la saveur de la soupe aux cailloux. La femme du maire s'éclipsa aussitôt et revint avec du sel et du poivre. Ah, merci, madame, dirent les soldats, alors qu'ils salaient et poivraient la soupe. Elles sont déjà bien meilleures. Tout le monde huma la soupe. L'un des soldats déclara. Il n'y a pas de bonne soupe aux cailloux sans oignons. Mais puisque personne n'en a, nous allons tout simplement nous en passer. Une paysanne s'écria. Il se pourrait qu'il me reste 1 ou 2 oignons. Et elle se précipita chez elle. Elle revint aussitôt avec une demi-douzaine d'oignons pelés qu'elle jeta dans la soupe. Plouf, plouf. Cette soupe aux oignons va être un régal, dit l'un des soldats. Quel dommage que nous n'ayons pas de céleri, mais ce serait vraiment beaucoup trop demandé. Après tout, nous avons déjà eu beaucoup de chance de trouver de si bons cailloux à soupe. La femme d'un fermier courut aussitôt chez elle. Quelques minutes plus tard, elle revenait avec plusieurs branches de céleri qu'elle coupa en petits morceaux et jeta dans la marmite. Un peu plus tard, le premier soldat remarquait. Il manque quelque chose. Ah oui, il n'y a pas de carottes, affirma le second. Mais on ne peut pas réclamer quelque chose que personne ne possède, ajoutait le troisième. Un paysan dit. Des carottes? Il m'en reste peut-être 1 ou 2 à la maison. Et il courut les chercher. Il revint avec plusieurs carottes bien croquantes. Il les découpa en rondelles et les ajouta à la soupe. Les cailloux cuisent gentiment, remarqua l'un des soldats. Ah oui, sentez-moi cette bonne soupe. Je regrette que nous n'ayons pas de pommes de terre. Bah, à quoi bon pleurer sur ce que nous n'avons pas? Un fermier s'éloigna d'un pas vif. Tim, 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 tim. Il fut bientôt de retour, des pommes de terre plein les bras. Les soldats les pelèrent et les jetèrent dans la marmite. Puis le premier soldat remua la soupe et déclara. Elle est un peu trop claire, mais puisqu'il n'y a pas d'orge pour l'épaissir, nous nous en contenterons. Le meunier du village courut vers son moulin. Peu après, il revenait avec un gros sac d'orge qu'il déversa dans la marmite. « Ah, cette soupe aux cailloux est parfaite !» s'exclama le premier soldat. « Ah, si seulement nous pouvions l'enrichir un peu !» suggéra le second soldat. Un peu de lait aurait très bien fait l'affaire. Quelques instants plus tard, quelqu'un apportait un paquet de lait. Le troisième soldat décréta. Avec un peu de viande, cette soupe aurait ressemblé à celle que nous avions faite pour le roi le mois dernier. Mais puisqu'il n'y a pas de viande, nous la mangerons telle qu'elle.
Les villageois en bourdonnaient d'excitation. Ces soldats ont dîné avec le roi. Tous les habitants coururent chez eux et revinrent avec de gros morceaux de viande qu'ils mirent dans la marmite. Lorsque la soupe aux cailloux fut enfin prête, les soldats la goûtèrent. Elle est épaisse, Dit le premier, Elle est riche. dit le second, elle est digne d'un roi. dit le troisième. Les villageois décrétèrent qu'une soupe royale ne pouvait pas être servie sans accompagnement. Ils apportèrent donc des miches de pain, des poulets rôtis, des fromages et des barriques de cidre. On dressa de grandes tables sur la place du village et tout le monde s'assit pour manger. Et tous les villageois étaient d'accord, la soupe était épaisse et riche et digne d'un roi. Ils n'arrivaient pas à croire qu'elle avait été faite avec de simples cailloux. Ils mangèrent, burent et dansèrent jusque tard dans la nuit. Puis, ils emmenèrent les soldats chez eux et leur offrirent leurs lits les plus confortables. Le lendemain matin, tout le monde se réunit sur la place du village. Merci pour tout. Dirent les soldats. C'est à nous de vous remercier. Répliqua le maire. Vous nous avez appris une recette extraordinaire. Ah, au revoir. Crièrent les soldats alors qu'ils reprenaient la route. Au revoir. Cria le maire. Vous imaginez cela? Murmuraient les villageois. Une soupe riche et épaisse, faite avec des cailloux? Personne ne le croira jamais. D'ailleurs, a-t-on jamais entendu parler de soupe aux cailloux, hein? Pouli-Poulette. Un jour, Pouli-Poulette picorait du grain dans la basse-cour. Lorsque... un gland lui tomba sur la tête. Que les quatre vents m'ébouriffent. Dit Pouli-Poulette. Le ciel s'écroule. Il faut que je prévienne le roi. Et elle courut, et courut, et courut encore, jusqu'à ce qu'elle rencontre Coquille Coquin. Oh, oh, oh. Où vas-tu ainsi, Poulipoulette? Dit Coquille Coquin. Papa, je vais prévenir le roi que le ciel s'écroule. Dit Pouli-Poulette. Je peux venir avec toi? Dit Coquille Coquin. Papa, avec plaisir. Dit Pouli-Poulette. Et Pouli-Poulette et Coquille Coquin partirent prévenir le roi que le ciel s'écroulait. Ils coururent, et coururent, et coururent encore jusqu'à ce qu'ils rencontrent Cani-Calin. Où allez-vous ainsi, Pouli-Poulette et Coquille Coquin? Dit Cani-Calin. Papa, nous allons prévenir le roi que le ciel s'écroule. Dirent Pouli-Poulette et Coquille Coquin. Je peux venir avec vous? Dit Cani-Calin. Avec plaisir. Dirent Pouli-Poulette et Coquille Coquin. Et Pouli-Poulette, Coquille Coquin et Cani-Calin partirent prévenir le roi que le ciel s'écroulait. Ils coururent, et coururent, et coururent encore jusqu'à ce qu'ils rencontrent Oisy-Oisive. Où allez-vous ainsi, Pouli-Poulette, Coquille Coquin et Cani-Calin? Dit Oisy-Oisive. Nous allons prévenir le roi que le ciel s'écroule. Dirent Pouli-Poulette et Coquille Coquin et Cani-Calin. Je peux venir avec vous? Dit Oisy-Oisive. Avec plaisir. Dirent Pouli-Poulette, Coquille Coquin et Cani-Calin. Et Pouli-Poulette, Coquille Coquin, Cani-Calin et Oisy-Oisive partirent prévenir le roi que le ciel s'écroulait. Ils coururent, et coururent, et coururent encore, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dindi-Dandy. Où allez-vous ainsi, Pouli-Poulette, Coquille Coquin, Cani-Calin et Oisy-Oisive? Dit Dindi-Dandy. Nous allons prévenir le roi que le ciel s'écroule. Dirent Pouli-Poulette, Coquille Coquin, Cani-Calin et Oisy-Oisive. Je peux venir avec vous, Pouli-Poulette, Coquille Coquin, Cani-Calin et Oisy-Oisive? Dit Dindi-Dandy. Avec plaisir, Dindi-Dandy. Dirent Pouli-Poulette, Coquille Coquin, Cani-Calin et Oisy-Oisive. Et Pouli-Poulette, Coquille Coquin, Cani-Calin, Oisy-Oisive et Dindi-Dandy partirent prévenir le roi que le ciel s'écroulait. Ils coururent, et coururent, et coururent encore, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Reni-Renard. Reni-Renard, dit à Pouli-Poulette, Coquille Coquin, Cani-Calin, Oisy-Oisive et Dindi-Dandy. Où allez-vous ainsi, Pouli-Poulette, Coquille Coquin, Cani-Calin, Oisy-Oisive et Dindi-Dandy?
Et Pouli-Poulette, Coquille-Coquin, Cani-Câlin, Oisy-Oisive et Dindi-Dandy dirent à Roni-Renard: Nous allons prévenir le roi que le ciel s'écroule. Oh, mais ce n'est pas la direction du château, dit Roni-Renard. Je connais le chemin. Voulez-vous que je vous montre? Avec plaisir, Roni-Renard. Dirent Pouli-Poulette, Coquille-Coquin, Cani-Câlin, Oisy-Oisive et Dindi-Dandy. Et Pouli-Poulette, Coquille-Coquin, Cani-Câlin, Oisy-Oisive, Dindi-Dandy et Roni-Renard partirent prévenir le roi que le ciel s'écroulait. Ils coururent, et coururent, et coururent encore, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un trou noir et étroit. C'était l'entrée du terrier de Roni-Renard. Mais Roni-Renard dit: C'est un raccourci qui mène au château du roi. Suivez-moi et vous y arriverez très vite. Je vais passer le premier, et vous entrerez ensuite, Pouli-Poulette, Coquille-Coquin, Cani-Câlin, Oisy-Oisive et Dindi-Dandy. Bien sûr, pourquoi pas avec plaisir. Dirent Pouli-Poulette, Coquille-Coquin, Cani-Câlin, Oisy-Oisive et Dindi-Dandy. Et Roni-Renard pénétra dans son terrier. Et il attendit en salivant Pouli-Poulette, Coquille-Coquin, Cani-Câlin, Oisy-Oisive et Dindi-Dandy. Dindi-Dandy entra d'abord dans le terrier. Puis Oisy-Oisive vint ensuite. Puis Cani-Câlin entra à son tour. Puis Coquille-Coquin montra le bout de son bec. Pouli-Poulette allait poser la patte dans le terrier de Roni-Renard quand elle entendit Coquille-Coquin chanter. Pouli-Poulette dit: Que les 4 vents m'ébouriffent, ce doit être l'aube. Il est temps d'aller pondre mon œuf. Elle fit demi-tour et se précipita toute plume dehors vers son nid. C'est ainsi que Pouli-Poulette échappa au renard et qu'elle ne prévint jamais le roi que le ciel s'écroulait. Le balai magique. Ouh, ouh. Au plus profond des bois se dressait une petite maison. C'était une étrange petite maison. Elle paraissait ensorcelée. Qui habitait cette maison? Une vieille sorcière y vivait il y a très très longtemps. Un beau jour, la vieille sorcière partit vers d'autres contrées. Et maintenant, l'étrange petite maison était vide. Personne n'approchait la maisonnette. Elle semblait étrange. Et elle semblait ensorcelée. Oh. Blem, 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 blem. D'étranges bruits fantomatiques provenaient de la petite maison. Scrouche, scrouche, blem, blem. Il y avait des coups sourds. Blem, blem, scrouche, 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 blem. Il y avait des bruissements et des sifflements. Il y avait des coups légers. Blim, blim. Qu'est-ce qui produisait tous ces bruits? Personne ne le savait. Scrouch, scrouch. Boum, boum. Ces bruits bizarres effrayaient tout le monde. Monsieur Lapin était effrayé. Ah, je m'approcherai jamais de cette maison hantée, disait-il. Elle est ensorcelée et je n'aime pas la sorcellerie. Oh non. Madame Lapin était effrayée, elle aussi. Oh, je ne franchirai jamais le seuil de cette maison, disait-elle. Cette maison est étrange, cette maison est ensorcelée et je n'aime pas la sorcellerie. Oh,
Oh. La petite maison effrayait même Bernard le renard. Je n'y entrerai pour rien au monde. Disait Bernard le renard. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Je ne dévaliserai jamais une telle maison. Oh non. Il y avait quelque chose de magique dans la maison vide. Était-ce de la bonne magie? Était-ce de la mauvaise magie? Personne ne le savait. Un jour d'été, la petite Paula Lapin jouait dans les bois. Hip et hop, en bon joyeux, elle s'enfonçait de plus en plus dans les bois. Elle ne s'était jamais autant approchée de la maison vide. C'était la première fois qu'elle venait jouer ici. Tout à coup, un bruit mystérieux fusa de la maison. Paula arrêta de jouer. Qu'est-ce que c'est, ça? Se demanda-t-elle. Les bruits mystérieux redoublaient. Paula regarda autour d'elle. Oh, une petite maison! S'exclama-t-elle. On dirait une maisonnette de poupée. Brenda n'était pas effrayée. La maison ne lui paraissait pas ensorcelée. Oh, Elle s'avança vers la maison. Toum, 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 il y a quelque chose dans cette maison. décréta Paula. Quelque chose qui frappe de petits coups. Peut-être que quelqu'un veut sortir jouer avec moi. Paula marcha jusqu'à la porte. Ce n'est pas recommandé de jouer dans une maison vide. Paula le savait bien. Elle voulait juste savoir qui faisait ces drôles de bruits. Paula ouvrit la porte. Elle n'entra pas. Paula se contenta de regarder. Qu'est-ce qu'elle vit? Personne. La maison était vide. Seul un balai était planté dans un coin. Il n'y a qu'un balai. S'étonna Paula. Mais alors, qui produit ces bruits étranges? Paula observa le balai. Le balai bougeait. Le balai se rendit en bruissant jusqu'à la porte. Un balai de sorcière! S'exclama Paula. Un balai magique! Oh, ce n'est pas très rassurant, ça. Mais Paula ne recula pas. Toum, 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 toum. Le balai se mit à danser devant Paula. Il voulait sortir. Ce n'était pas un méchant balai. C'était un balai plein de gaieté. Le balai magique voulait jouer. Il voulait jouer avec Paula. Paula désirait jouer elle aussi. Et hop, ils sortirent. On joue à ça. Demanda Paula. Chouf, chouf, chouf. Le balai tapa par terre. Il voulait jouer à chat, lui aussi. Chat, à toi de m'attraper. S'écria Paula. Et Paula s'enfuit à toutes jambes. Chouf, chouf, chouf. Le balai magique volait tout craint dehors. Ils firent plusieurs fois le tour des bois. Chouf, chouf. Le balai rattrapa Paula. Paula rattrapa le balai. Oh, 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 comme il prenait plaisir à jouer à chat. Et maintenant, on joue à quoi? Demanda Paula. Je sais, à cache-cache. Moi, je vais me cacher et toi, tu vas me chercher. Chouf, chouf, chouf. Tom, tom. Le balai magique avait très envie de jouer. Il ne regarda pas pendant que Paula se cachait. Ça y est, tu peux me chercher. Lui cria Paula. Chouf, chouf. Le balai voltait de ci, de là. Il regardait ici, il regardait là. Il regarda à travers tout le bois. C'est ici que je suis caché. S'écria Paula. Chouf, chouf. Le balai volta jusqu'à Paula, Bon, je dois m'en aller. dit la petite Paula Lapin. Le jour s'achève, la nuit va bientôt tomber, je dois rentrer à la maison. Paula regarda le balai.
Le balai frappa et siffla et bruissa. Il bruissa, siffla et frappa. Bem, bem. Il n'aimait pas vivre dans la maison vide. Personne n'approchait jamais de cette étrange maisonnette. Je me suis bien amusé. Dit Paula au balai. Veux-tu venir à la maison avec moi? Veux-tu habiter chez moi? Nous pourrions jouer ensemble tous les jours. Chouf, chouf, chouf. Dem, dem, dem. Le balai désirait beaucoup aller chez Paula, Je vais t'emmener avec moi. dit Paula. Mais ne fais pas de magie. Mon père et ma mère n'aimeraient peut-être pas cela. Paula rentra chez elle sur le balai magique. Il volait très haut dans le ciel. Quelle façon amusante de rentrer chez soi. Puis ils quittèrent les nuages pour atterrir tout doucement. Monsieur Lapin regarda Paula. Madame Lapin regarda Paula, Et qu'est-ce que c'est que ça? demanda Monsieur Lapin. Ce n'est qu'un vieux balai. Répondit Paula. J'aime bien jouer avec lui. Les jours passaient. Paula et le balai jouaient ensemble tous les jours. Ils jouaient dans les bois. Ils jouaient et jouaient encore et encore. La nuit, le balai dormait près du lit de Paula. Il ne tapait pas par terre, il ne cognait pas, il ne sifflait ni ne bruissait. Le balai ne voulait pas faire le moindre bruit. Il ne voulait pas effrayer Monsieur et Madame Lapin. Une nuit, il se passa quelque chose d'étrange. Scrouch, scrouch. La porte d'entrée s'entr'ouvrit. Un inconnu entra. Il ne faisait pas le moindre bruit. Il regarda autour de lui. Parfait, parfait, Dit l'inconnu. Monsieur Lapin dort à point fermé. Madame Lapin dort à point fermé. Tout le monde dort à point fermé. Je peux cambrioler la maison, oui, oui, oui. L'inconnu était Bernard Renard. Il fit le tour de la maison à la recherche de quelque chose à voler. Oh, quel vilain renard! Bernard Renard n'avait pas entendu parler du balai de Paula. Les balais magiques ne dorment pas. Les balais magiques n'aiment pas les voleurs. Le balai bondit de sa cachette. Et le balai cogna sur la tête de Bernard Renard. Et il lui botta le derrière. Aïe, oh, Criait Bernard Renard. oui, aïe, oui, aïe, oulala, oui, aïe, oh, Et là. aïe, oui, oh, 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 aïe, oh, aïe. Bernard Renard était terrifié. Cette maison est étrange, S'écria-t-il. cette maison est hantée. Ses habitants possèdent un balai ensorcelé. Oh. Que se passe-t-il? Demanda Monsieur Lapin. C'est Bernard Renard, s'écria Madame Lapin. Mon balai magique. S'exclama Paula. Arrête, arrête. Hurlait Bernard Renard. Aïe, oui, aïe, oh là. Mais le balai magique de Paula n'arrêta pas. Il cogna sur le voleur. Il cogna et cogna encore. Bernard Renard s'enfuit en courant. Je ne m'approcherai plus jamais de cette maison. Hurla-t-il. Le balai vint retrouver Paula, Quel brave balai! dit Monsieur Lapin. Il a effrayé Bernard Renard. Mais il ne m'a pas effrayé, moi. J'aime ces dons magiques. Madame Lapin regarda le balai. Quel gentil balai, s'exclama-t-elle. Ce balai magique n'est ni étrange ni méchant. C'est très pratique d'avoir un balai magique chez soi, Je t'aime beaucoup, balai magique. dit Paula. Tu ne vas plus être obligé de te cacher. Désormais, cette maison est la tienne. Et que répondit le balai? Toum, toum, toum.
La maison que Jacques a bâtie. Voici la maison que Jacques bâtit. Voici le malt qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Voici le rat qui mangea le malt qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Voici le chat qui croqua le rat qui mangea le malt qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Voici le chien qui gronda le chat qui croqua le rat qui mangea le malt qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Voici la vache à la corne tordue qui frappa le chien qui gronda le chat qui croqua le rat qui mangea le malt qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Oh, voici la servante toute émue qui trayait la vache à la corne tordue qui frappa le chien qui gronda le chat qui croqua le rat qui mangea le malt qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Voici l'homme en haillons vêtu qui embrassa la servante tout émue qui trayait la vache à la corne tordue qui frappa le chien qui gronda le chat qui croqua le rat qui mangea le malt qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Voici le pasteur tout rond tout dodu qui maria l'homme en haillons vêtu qui embrassa la servante tout émue qui trayait la vache à la corne tordue qui frappa le chien qui gronda le chat qui croqua le rat qui mangea le malt qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Voici le coq qui poussa son chant, qui éveilla le pasteur tout rond tout dodu, qui maria l'homme en haillons vêtu, qui embrassa la servante tout émue, qui trayait la vache à la corne tordue, qui frappa le chien, qui gronda le chat, qui croqua le rat qui mangea le malt, qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Voici le fermier et son grain charnu, qui nourrit le coq qui poussa son chant, qui éveilla le pasteur tout rond tout dodu, qui maria l'homme en haillons vêtu, qui embrassa la servante tout émue, qui trayait la vache à la corne tordue, qui frappa le chien, qui gronda le chat, qui croqua le rat qui mangea le malt, qui dormait dans la maison que Jacques bâtit. Les musiciens de Brême. De longues années durant, un brave âne avait transporté de lourds sacs de grains au moulin de son maître. Mais à présent, il n'avait plus la force de travailler, et son maître voulait se débarrasser de lui. Alors notre âne préféra s'enfuir. Il avait décidé de se rendre dans la ville de Brême et de devenir musicien. Chemin faisant, il rencontra un chien qui haletait comme s'il avait couru toute la journée. « Pourquoi es-tu aussi fatigué ?» demanda l'âne. Le chien répondit. « Je suis très vieux, et les jours passant, je m'affaiblis de plus en plus. Je ne peux même plus éloigner les autres chiens, et mon maître ne veut plus de moi. Ouf! Alors j'ai quitté pour toujours la maison, et je me demande bien comment je vais gagner ma vie. » Viens avec moi. Je m'en vais à Brême me faire musicien des rues. Je vais jouer du luth. Toi, tu pourrais jouer du tambour. Le chien acquiesça, et ils se remirent en chemin de concert. Ils n'avaient pas marché bien longtemps qu'ils rencontrèrent un chat fort malheureux. « Qu'est-ce qui t'attriste donc ainsi ?» lui demanda l'âne. « Miaou!
Je suis si vieux que mes dents sont devenues toutes émoussées, lui répondit le chat. Miaou! J'aimerais mieux dormir auprès du feu que chasser des souris. Mais ma maîtresse ne veut pas me voir me reposer. Voilà pourquoi je me suis enfui. Hélas, je ne sais vraiment pas ce que je vais devenir. Miaou! Oh, ben viens avec nous à Brême, Lui suggéra l'âne. Nous voulons devenir musiciens des rues. Toi, tu pourrais chanter. Miaou! C'est ainsi que le chat fit équipe avec l'âne et le chien et qu'ils prirent tous la direction de Brême. Peu après, ils rencontraient un coq. Il était perché sur un portail et il chantait aussi fort qu'il le pouvait. tu fais tellement de bruit que j'en ai les oreilles qui me font mal. S'exclama l'âne. Quelque chose ne va pas? Oh, ça tu peux le dire. Répondit le coq. Ma maîtresse a dit à la cuisinière de me faire rôtir. Voilà pourquoi je chante à tue-tête, tant que je le puis encore. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous à Brême? Tu as une voix très puissante et elle devrait bien s'accorder avec notre musique. Le coq se montra d'accord et les 4 amis reprirent la route ensemble. Mais Brême était encore à des lieues de là. La nuit tombait alors qu'ils parvenaient à l'orée d'une forêt. Ils décidèrent d'y passer la nuit. L'âne et le chien s'installèrent confortablement au pied d'un gros arbre. Et le chat grimpa au milieu des branches. Quant au coq, il s'envola au sommet de l'arbre, là où il se sentait le plus en sécurité. Avant de s'endormir, le coq regarda tout autour de lui. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tout à coup, il aperçut une lumière qui brillait dans le lointain. Il doit y avoir une maison pas loin d'ici. Cria-t-il à ses amis. Pourquoi n'irions-nous pas passer la nuit là-bas? Ils se dirigèrent donc vers la lumière. Plus ils avançaient, et plus elle leur semblait briller. Ils arrivèrent enfin devant le repère des brigands. La maison était très éclairée. L'âne, qui était le plus grand, jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda le chien. Je vois une très grande table, toute pleine de nourriture et de boissons, Répondit l'âne. Et il y a plusieurs voleurs assis tout autour. Ils festoient. Un festin, voilà ce qu'il nous faut. Décréta le coq. Je suis d'accord avec toi. Approuva l'âne. Aussitôt, ils échafaudèrent un plan pour faire sortir les voleurs de la maison. Ils finirent par se mettre d'accord. L'âne poserait ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien monterait sur son dos. Le chat grimperait sur les épaules du chien. Et le coq se poserait sur la tête du chat. Lorsqu'ils eurent tous pris leur place, ils entamèrent un formidable concert. L'âne se mit à braire. Le chien hurla à la lune. Le chat miaula. Et le coq chanta. Puis, dans un grand fracas de vitres cassées, ils bondirent dans la pièce. Quel horrible tintamarre! Les voleurs crurent que des démons les pourchassaient et ils s'enfuirent terrorisés. Oh, oh, au secours! Ah, au secours! Les 4 compagnons se mirent à table et festoyèrent comme s'ils n'avaient pas mangé depuis plusieurs semaines. Une fois repus, ils éteignirent les lumières et partirent se coucher. Chacun trouva la place qui lui convenait le mieux pour dormir. L'âne s'allongea dehors sur la paille. Le chien se coucha derrière la porte. Le chat se pelotonna près de la cheminée. Et le coq alla se percher sur le toit. Bientôt, tout le monde s'endormit profondément. Aux alentours de minuit, les voleurs ressortirent de la forêt et observèrent la maison à distance.
Tout m'a l'air on ne peut plus paisible, dit le chef. Nous avons été fous de nous laisser effrayer aussi facilement. Il demanda à l'un de ses complices d'aller fouiller la maison et de revenir lui faire son rapport. Le brigand rampa jusqu'à la maison et se faufila à l'intérieur. Tout était tranquille. La pièce était plongée dans le noir, à part 2 braises qui luisaient dans la cheminée. Les braises n'étaient autres que les yeux brillants du chat. Mais cela, le voleur l'ignorait. Il sortit une allumette de sa poche et s'approcha de la cheminée pour l'allumer aux braises. Soudain, le chat sauta sur lui, toute griffe dehors, crachant et miaulant. Terrorisé, le voleur s'enfuit par la porte de derrière, mais le chien le mordit à la jambe. Le voleur courut comme un fou à travers la cour, mais là, le frappa violemment de ses pattes de derrière. Tout ce bruit éveilla le coq, qui poussa un strident depuis le toit de la maison. Lorsque le voleur rejoignit son chef, il lui dit: Cette maison est la demeure d'une horrible sorcière qui m'a craché au visage et m'a griffé de ses longs ongles crochus. Près de la porte se tient un lutin maléfique qui m'a enfoncé un couteau dans la chambre. Dans la cour veille un monstre gigantesque qui m'a frappé avec un énorme bâton. Et sur le toit est caché un juge cruel qui n'arrêtait pas de crier que l'on m'amène ce voleur. Alors je me suis enfui de cet endroit maudit où j'ai bien failli y laisser la vie. Depuis cette nuit-là, les brigands n'approchèrent plus jamais de la maison. Quant aux 4 musiciens de Brême, ils trouvaient l'endroit si plaisant qu'ils décidèrent d'y rester jusqu'à la fin de leur jour.